Bonjour tout le monde, on est vendredi 4 décembre, il fait un temps de merde, en tout cas chez moi, mais par contre c'est le jour de sortie du film événement de cette fin d'année, en l'occurrence le dernier David Fincher, Manque, donc on va en parler tout de suite. Ah oui, ouais, impossible de passer à côté, allez à tout de suite. Donc, Manque. Je vais pas revenir sur la carrière de David Fincher en détail parce que je suis en train de préparer une vidéo dessus. Mais ce que je peux dire, et ça va être ma porte d'entrée pour parler du film, c'est que au-delà du sentiment qu'on peut avoir sur ces films, grosso modo, j'aime pas, David Fincher est toujours constant sur certains points. Et c'est à travers ces points-là que j'ai envie de commencer par aborder Manque. Et ces points en question, ça va être le fait que David Fincher, ça a toujours été un très grand réalisateur et où, techniquement parlant, en termes de fabrication de films, David Fincher ne s'est jamais planté. C'est toujours des claques visuelles, c'est toujours des révolutions technologiques, c'est toujours plein de choses comme ça. Et à ce titre, Manque, c'est dans la lignée. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un noir et blanc absolument sublime, des cadres et des idées de cadres porteuses de sens comme d'habitude chez Fincher, avec de temps en temps ces petits traditionnels plans séquences. On a un montage et un découpage au cordeau avec une rythmique qui est impeccable. On a pour le coup, plus peut-être que sur ces autres films, un travail sur le son parce qu'il y a cette idée de vouloir tourner un petit peu à la manière des films de cette époque, donc des années 20, 30, 40, qui est vraiment assez bluffant. Ils ont utilisé du matériel d'époque, etc. etc. Donc, techniquement, Manque, c'est une claque. On peut, et on va y revenir, hein, mais ne pas être ému. On peut ne pas rentrer dans le film pour mille manières, pour mille raisons différentes. Visuellement, c'est impeccable, comme toujours chez Fincher. Le deuxième point qui est toujours absolument indiscutable chez lui, c'est sa direction d'acteur. En même temps, quand tu fais tourner 200 fois la même prise à tes acteurs, en règle générale, t'as matière à faire en sorte qu'ils livrent de grandes prestations. Et là, ici, la seule chose que j'ai à dire, c'est Gary Oldman peut déjà préparer son discours pour les prochains Oscars, tout comme Amanda Seyfried, qui tout d'un coup se révèle dans ce rôle et qui, je pense, va être un pas supplémentaire dans sa carrière. On a aussi, alors attendez, j'ai ma petite liste. On a la confirmation du talent de Lily Collins. On a la confirmation du talent de Toupance Middleton. Ça fait toujours plaisir de voir Charles Dance, qui est, comme d'habitude, excellent. On a Arliss Howard, que vous ne connaissez peut-être pas, ou plutôt que vous connaissez pour un rôle spécifique qui est peut-être son plus connu parce que c'est son plus gros succès, c'est dans Le Monde Perdu, donc la suite de Jurassic Park de Steven Spielberg, où il jouait le neveu de John Hammond, et qui est en lice. Enfin, en tout cas, on parle beaucoup de lui pour le moment pour les Oscars en tant que meilleur second rôle, et ça serait amplement mérité. Et puis, j'en profite, je vais pas faire toute la liste des acteurs, mais j'en profite pour en mentionner deux autres. Pour des raisons très spécifiques. La première, c'est pour faire un mea culpa. C'est concernant l'acteur qui joue Orson Welles, qui s'appelle Tom Burke, et que j'avais vu dans un seul film qui s'appelait Donkey Punch, je crois, un truc comme ça, qui est une daube infâme, irregardable, et lui dedans, je l'avais trouvé anti-charismatique, je l'avais, pour être un peu trivial, je l'avais trouvé vraiment nul. Voilà. Quand je l'ai vu apparaître à l'écran, je dis ouh, son visage me dit quelque chose. Je suis allé checker, et là j'ai fait oh merde, il l'a engagé lui. Et preuve en est que David Fincher est un très grand réalisateur ou que Tom Burke est un moins bon acteur que je ne le pensais parce que même s'il n'a que de courtes apparitions, il est génial dans le rôle d'Orson Welles.
Et puis la deuxième mention que j'aimerais citer, c'est concernant un mec qui s'appelle Jamie McShane. Alors lui, c'est pareil, quand je l'ai vu, je l'ai pas reconnu et je me suis dit, je ne connais pas ce mec. Et quand je suis allé checker sa filmo, j'ai fait, mais en fait, je l'ai vu mais dans un nombre incalculable de séries, déjà. Et puis, au cinéma, c'est typiquement le genre de comédien qu'on peut considérer comme le troisième rôle, celui très discret, qui ne vole pas la vedette, mais qui fait le job. Et si je voulais le mentionner, c'est parce qu'il joue un personnage qui, bah, pareil, est très effacé au début, très entre guillemets anecdotique. Et puis, c'est pas évident parce que dans le film, il y a énormément de personnages. C'est très dense comme film, c'est très riche. Et, et donc, il est un peu passe-partout au milieu de tous ces persos. Et puis, son perso commence à évoluer au fur et à mesure jusqu'à ce que l'arc narratif de son personnage se conclue dans une scène qui, fondamentalement, est la plus émouvante de Mank et où il est excellent et où l'émotion passe aussi grandement par son interprétation. Donc moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour lui et je voulais le mentionner parce que je pense que quand on va parler de Mank, que ce soit maintenant ou même dans les années à venir, on va parler de Gary Oldman, on va parler de tout ça, mais lui on va l'oublier et je voulais voilà, le mentionner parce il est très bon et qu'il apporte réellement quelque chose au film et à l'émotion du film. Donc pour résumer, ben, les acteurs sont comme toujours excellents chez David Fincher. Et le troisième point qui fait la force en règle générale des films de David Fincher, pour des raisons qui peuvent être différentes suivant les projets, ben, c'est le scénario. Quand tu prends des scénarios comme Seven, Gone Girl, Fight Club, c'est des scénarios à twist. Et les twists te mettent régulièrement sur le cul parce que tu les avais jamais vus venir. Après, tu as le genre de scénario où c'est genre The Social Network, où là, on va plus être dans le côté radiographie d'une époque, d'une manière extrêmement lucide, juste et pertinente. Et en fait, si je pourrais mettre juste... Alors, le scénario de Mank est génial et je vais y revenir, mais au milieu de cette génialitude, je sais, c'est pas français, euh, il y a un petit bémol que je vais mettre, c'est purement du ressenti pour ma part, hein, mais à la fin du film, je me suis posé la question pourquoi. Je n'ai pas compris ce qui avait intéressé David Fincher dans cette histoire, dans le sens où, comment dire, le coup du scénariste ou de l'artiste, bon, en l'occurrence là c'est un scénariste, mais de l'artiste qui va se battre contre les grands studios avec les méchants producteurs. En plus là c'est agrémenté par un aspect politique et on parle aussi de la presse via l'un des personnages. Donc c'est vraiment la lutte de pouvoir, un peu la lutte des classes. Au côté cinéma et au petit milieu du cinéma, ben voilà, on a encore une fois ce côté artiste qui veut faire d'une manière la plus sincère son travail et qui est face à des studios qui font en gros n'importe quoi. Ça, on l'a déjà vu 1000 fois. Et je considère, par rapport à cette thématique, et donc certains des enjeux, que David Fincher n'apporte pas quelque chose de nouveau. Ce qu'il y a d'intéressant, mais c'est involontaire, c'est le fait de voir le film à notre époque, donc là en 2020, et qui plus est, le lendemain de l'annonce de Disney, pas Disney, de Warner, de sortir ses films directement en streaming en 2021, avec tous les chamboulements que ça implique dans l'industrie. Et donc, il y a une espèce d'écho comme ça qui se fait entre ce qui se passe à l'heure actuelle dans le cinéma et le film, qui est assez intéressant. Mais encore une fois, c'est involontaire parce que j'imagine mal David Fincher avoir anticipé ça au moment où
où il a commencé le film. Par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est ça aussi qui joue pour moi un peu en sa défaveur d'une certaine manière, c'est que le scénario a été écrit il y a 20 ans, que ça aurait dû être peut-être le deuxième ou troisième film de Fincher, et que peut-être que ce propos-là aurait été plus pertinent qu'aujourd'hui, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'il enfile des perles. Ceci étant dit, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment en lien aussi avec le scénario, c'est le film d'une manière générale, mais aussi le scénario. C'est pour ça que je ne veux pas non plus totalement bâcher le scénar, c'est que c'est une vraie déclaration d'amour au scénariste, et je trouve que pour le coup, c'est encore plus pertinent que ce soit Fincher qui le fasse. Pourquoi ? Parce que avec Mank, Fincher fait quelque chose qui est très spécifique, qui est presque, j'ai envie de dire, de se mettre en retrait. J'ai l'impression que Fincher, il a parfaitement conscience de son talent en tant que créateur d'images, mais comme je l'ai dit, il n'a jamais écrit un de ses scénarios, et pourtant la majorité de ses films, la grande force de la majorité de ses films, c'est le scénar. Et j'ai l'impression qu'à travers Mank, il dit merci. Voilà, merci à ses collaborateurs qu'il a eu durant toute sa carrière. Et c'est un geste d'humilité que moi je trouve assez fascinant. Et ce que je trouve encore plus touchant, c'est que le scénario a été écrit par son père, et que du coup, à travers ça, il rend hommage à son père. Et tout ça fait que Mank devient d'un coup, et très clairement, le film le plus personnel de David Fincher. Et pour moi, c'est super important. Pourquoi ? Parce que tous les grands artistes se doivent à un moment donné ou à un autre de se mettre à nu. Se doivent à un moment donné ou à un autre de se dire « Ok, je fais des super films, tout va bien, mais à un moment donné, il faut se livrer, soi. » Et j'ai l'impression que David Fincher a toujours été un petit peu dans la retenue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit souvent de David Fincher qu'il fait un cinéma très froid, très proche du cinéma de Kubrick dans un sens. Et là, tout d'un coup, c'est comme si le mec il s'était dit « Non, mais voilà, là maintenant, je vais laisser parler... mes tripes peut-être pas, mais en tout cas mon cœur, et encore une fois, je vais le mettre en retrait, et ça joue aussi sur la mise en scène qui, du coup, paraît très classique, faussement classique parce que c'est David Fincher et que quand on analyse vraiment les plans en détail, on s'aperçoit d'un boulot qui est absolument phénoménal, mais en apparence classique, plus que d'habitude en tout cas, mais ce qui est génial, c'est que c'est en même temps en lien avec le parti pris du film qui est de faire justement un film classique comme on en faisait dans les années 20 et 30. Donc forcément, tout ça est extrêmement cohérent. Et je trouve ça génial de se dire que finalement, il a profité de ça pour se livrer un peu plus, quoi. Et pour poser une pierre à l'édifice de sa filmographie qui est une pierre que tout grand artiste doit poser un jour. Et ça y est, maintenant c'est fait, il l'a fait. Et ça, je trouve ça très touchant. Et je trouve que, en même temps d'être très touchant, ça lui fait passer un cap supplémentaire. Voilà. Donc on verra le reste de sa carrière. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets, mais c'est un point très important pour ça. Et puis ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est que le film, alors on va pas se mentir, le film est très compliqué à suivre. Alors ça fait super plaisir de voir un film intelligent, avec beaucoup de dialogue, avec beaucoup d'informations qui nous sont données et qui obligent le spectateur à être réellement concentré sur le film. C'est pas un film que tu regardes en jouant sur ton téléphone. Non, c'est vraiment un film, il faut t'impliquer. Ça demande une implication de la part du spectateur. Et ça, moi, c'est les films que je préfère. Après, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Et justement, dans cette optique de se dire que ça ne plaira pas à tout le monde, je pense que le film peut se mettre à dos une partie du public, justement à cause de sa densité. Je pense que c'est un film que les cinéphiles se doivent de voir parce qu'ils vont prendre un plaisir absolument immense à se replonger dans ces années-là à Hollywood. Et puis, voilà, ça reste un film sur le cinéma. Et à ce titre, je pense d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs films sur le cinéma qu'on ait eu depuis très longtemps. Je pense que les fans de David Fincher vont adorer parce qu'ils vont retrouver
le David Fincher qu'ils aiment par rapport à ce que je disais en début de vidéo sur son perfectionnisme. Par contre, ça peut laisser un peu en dehors le spectateur lambda. Quand je dis spectateur lambda, c'est pas péjoratif, faut pas le prendre mal, c'est juste le spectateur qui n'est pas passionné de cinoche et qui regarde des films comme ça, pas forcément des mauvais films, hein, mais sans avoir même ne serait-ce que la culture nécessaire pour appréhender ce genre de film. Parce qu'il y a énormément de noms qui sont cités, il y a énormément de références prestigieuses cinématographiques qui, si on ne les connaît pas, du coup, on passe à côté de certaines infos et de certains éléments. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu compliqué. Mais là où je voulais en venir, c'est que ça reste un biopic. Et un biopic donc sur Mankiewicz, qui, au-delà de son aspect de scénariste, est aussi un homme. Alors ça peut paraître con dit comme ça, mais c'est pour vous expliquer que peut-être que certains pourront se raccrocher à ça. C'est-à-dire se dire, bon là je suis totalement largué par rapport à l'aspect cinéma de l'époque, mais par contre je vais suivre le parcours de ce personnage-là, de la relation qu'il a avec ses proches. À ce titre d'ailleurs, j'ai adoré la relation qu'il a avec sa femme, parce qu'on dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme, et là c'est littéralement ça. Et voilà, et ce personnage qui est complexe, qui est d'une intelligence presque supérieure, et puis en même temps qui ne se la pète pas, et les moments où il se la pète et qui se prend les pieds dans le tapis, il a l'humilité de se dire merde, là j'ai déconné, et puis en même temps il est obligé de vivre avec ses démons. Bon, il est alcoolique et tout ça, bon, c'est un truc un peu cliché, même si j'imagine que dans la vraie vie il l'était aussi, donc c'est normal que ça soit mis dans le film. Mais il y a cet aspect profondément humain, que ça soit par rapport au personnage principal comme par rapport au personnage secondaire. Et puis il y a aussi un vrai plaisir de cinéma avec des scènes qui sont pour moi instantanément cultes. C'est-à-dire que la scène du dîner à la fin, c'est un monument de cinéma en termes narratifs, en termes d'émotion, en termes de développement de personnages, et évidemment, dois-je le préciser, en termes de pure mise en scène. Donc voilà, moi c'est un film que je conseille, c'est un film que j'ai pris énormément de plaisir à voir. Je m'interroge encore sur la place que à quelle place je vais le mettre dans mon top de David Fincher, parce que il faut que je le digère un petit peu. Je suis pas sûr fondamentalement que ça soit mon David Fincher préféré. C'est pas celui que je déteste le plus. Hein, je pense que ça va se placer un peu au milieu. Par contre, je suis très heureux de la réussite formelle, narrative et émotionnelle du film. Parce que David Fincher, et j'en parlerai plus en détail dans ma vidéo sur lui, n'est pas non plus connu pour faire pleurer à chaudes larmes. Et là, il se passe un truc quand même. J'ai pas pleuré, mais j'ai été plus touché que d'habitude. Et ça, pour David Fincher, c'est chouette. Vous aurez compris que je vous le conseille. Vous aurez donc compris qu'il faut absolument le voir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis j'espère que vous kifferez autant que j'ai kiffé. Ciao, bye bye.